Une petite fille a dit quelque chose à son père au petit déjeuner qui a changé leur vie pour toujours. Avant de commencer, créons une vague de positivité. Écrivez un mot qui décrit comment vous vous sentez aujourd'hui. La pluie martelait la fenêtre de la cuisine tandis que Marc Dupont restait figé, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Émilie, 6 ans, était assise à la table du petit déjeuner, ses petites mains soigneusement jointes sur ses genoux, ses yeux bleus perçants, si semblables à ceux de sa mère, fixés sur lui avec une expression sérieuse qui aurait mieux convenu à un cadre supérieur qu'à une élève de CP. « Papa, je veux une maman », répéta-t-elle d'une voix claire et neutre, rompant le silence matinal comme une lame transperçant le monde qu'il avait soigneusement construit. Marc posa sa tasse avec des doigts tremblants. 3 ans. 3 ans depuis que l'accident de voiture de Sophie avait brisé leur petite famille parfaite, le laissant seul face à l'impossible tâche d'élever une enfant dans la banlieue Lyon. Il pensait s'en sortir bien. Émilie semblait heureuse, bien intégrée, épanouie même. Mais maintenant, en regardant ses yeux sincères, il réalisait à quel point il s'était désespérément trompé. « Émilie, ma chérie !» commença-t-il d'une voix bégayante. « On en a déjà parlé. Maman Sophie est... Je sais que maman Sophie est au paradis avec les anges, » l'interrompit Émilie en balançant ses jambes sous la table. « Mais je veux une nouvelle maman. Une maman qui puisse me tresser les cheveux pour l'école, m'aider à choisir de jolies robes et peut-être faire des crêpes qui ne brûlent pas en dessous. » L'accusation concernant ces crêpes l'aurait peut-être fait sourire un autre jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était comme un jugement sur tout ce qu'il avait essayé si fort de faire correctement. « Pourquoi maintenant, ma chérie? Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ?» L'expression d'Émilie devint encore plus sérieuse. « Hier, à l'école, Madame Peterson nous a demandé de dessiner nos familles. Tout le monde a dessiné une maman et un papa. J'ai seulement dessiné toi et moi. » Elle fit une pause, réfléchissant soigneusement à ses mots. Ça avait l'air vide. Papa, comme s'il manquait quelque chose. Le cœur de Marc se brisa un peu plus. Il s'agenouilla à côté de sa chaise et prit ses petites mains dans les siennes, plus grandes. « M, tu sais que je t'aime plus que toutes les étoiles dans le ciel, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça solennellement. « Mais l'amour ne suffit pas pour qu'une famille soit complète, n'est-ce pas ? Tommy Williams a une belle maman, et il dit qu'elle est la meilleure pour l'aider à faire ses devoirs. Et la nouvelle maman de Julie Martinez organise les fêtes d'anniversaire les plus incroyables. » Ces mots le frappèrent comme des coups physiques. Sa fille brillante et observatrice avait observé, analysé et tiré des conclusions sur leur vie qu'il avait eu trop peur de reconnaître. Elle avait raison. Il manquait quelque chose. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet ? « Émilie, dit-il lentement, trouver une nouvelle maman, ce n'est pas comme aller au magasin et choisir un jouet. C'est compliqué. Je le sais, papa. Je ne suis pas un bébé. » Son ton trahissait une pointe d'indignation. « Mais peut-être que tu pourrais essayer pour moi. » Debout dans cette cuisine, regardant le visage plein d'espoir de sa fille, Marc Dupont prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Il ne le savait pas encore. 2 semaines plus tard, Marc était assis dans le salon de son meilleur ami, Julien, en train de siroter une bière et d'essayer de trouver le courage de dire ce qui le rongeait depuis la déclaration d'Émilie au petit déjeuner. Julien Morel était son colocataire à l'université, son témoin à son mariage et la seule personne qui ne l'avait jamais traité comme un moins que rien après la mort de Sophie. « T'es bizarre ces derniers temps », remarqua Julien en posant sa bière. « Plus bizarre que d'habitude, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe ?» Marc prit une longue gorgée, les yeux rivés sur le match de foot qui passait en silence à la télévision. « Émilie veut que je lui trouve une nouvelle mère. » Julien faillit s'étouffer avec sa boisson. « Quoi ? Elle ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Elle veut retrouver une famille complète. » Marc passa sa main dans ses cheveux. « J'ai réfléchi. Elle a peut-être raison. Peut-être que j'ai été tellement concentré sur le fait de survivre au quotidien que j'ai oublié de vivre vraiment. Mike, mon pote, t'as fait un boulot incroyable avec Émilie. Sophie serait tellement fière. » « Vraiment ?» l'interrompit Marc. « Serait-elle fière que sa fille ait l'impression qu'il manque quelque chose ? Que j'ai eu tellement peur d'avancer que je nous ai maintenus tous les deux figés sur place. » Julien se pencha en avant, l'air sérieux. « Tu penses à te remettre en couple ?» Le mot semblait étranger à Marc. Rencontres amoureuses. À 34 ans, après 3 ans de vie de père célibataire, ce concept me semblait aussi étrange que les voyages dans l'espace. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas par où commencer. Sophie et moi nous sommes rencontrés à l'université. On était presque des gamins. Je n'ai jamais eu à courir après quelqu'un en tant que père. Les rencontres en ligne, suggéra Julien avec hésitation. Marc secoua la tête. Qu'est-ce que je mets dans un profil ? Père veuf cherche femme prête à prendre la place de sa défunte épouse. Ça sonne horrible. Ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'aborder, dit Julien d'un air pensif. Tu peux peut-être l'aborder comme un homme prêt à construire quelque chose de nouveau, pas à remplacer quelque chose d'ancien. Cette nuit-là, Marc resta éveillé,
les yeux fixés au plafond. Les mots d'Émilie résonnaient dans son tête. Au bout du couloir, sa fille dormait paisiblement, rêvant probablement de famille complète et de mère capable de tresser les cheveux sans les emmêler. Il pensa à Sophie, la belle et dynamique Sophie, qui avait fait de leur maison un véritable foyer. Elle était partie depuis plus longtemps maintenant qu'Émilie pouvait s'en souvenir. Les souvenirs de sa mère biologique s'estompaient, remplacés par les histoires que Marc lui racontait et par les photos sur la cheminée. Peut-être qu'Émilie avait raison. Peut-être que l'amour ne suffisait pas. Peut-être qu'elle avait besoin de l'influence d'une femme, de la tendresse d'une mère, de quelqu'un qui pourrait voir le monde à travers un regard féminin et la guider à travers les complexités de la vie. Cette pensée le terrifiait. Et s'il faisait le mauvais choix? Et s'il faisait entrer dans leur vie quelqu'un qui ferait du mal à Émilie? Et s'il ne pouvait jamais aimer quelqu'un comme il avait aimé Sophie? Mais si Émilie continuait à se sentir incomplète? Et si sa peur la privait de la famille dont elle rêvait? Au matin, Marc avait pris une décision qui le surprit lui-même. Le Starbucks de Peachtree Street bourdonnait du chaos habituel du matin. Les banlieusards s'emparaient de leur café. Les étudiants étaient penchés sur leurs ordinateurs portables. Des réunions d'affaires se déroulaient à voix basse. Marc était assis à une table dans un coin, son ordinateur portable ouvert sur un site de rencontre qu'il n'aurait jamais imaginé visiter, le doigt suspendu au-dessus du bouton « Créer un profil », comme s'il allait exploser. Il était assis là depuis 20 minutes, paralysé par le curseur clignotant dans la section « À propos de moi ». Comment résumer 3 années de deuil, de paternité célibataire et l'espoir désespéré que peut-être, juste peut-être, l'amour pourrait arriver 2 fois dans une vie? « Excusez-moi, cette place est libre ?» Marc leva les yeux et vit une femme d'environ son âge tenant une tasse fumante et lui faisant signe de s'asseoir en face de lui. Elle avait des yeux bruns chaleureux et un sourire facile qui lui rappelait vaguement sa prof de primaire, celle qui avait rendu chaque jour comme une aventure. « Oh non, je vous en prie !» dit-il en fermant rapidement son ordinateur portable, reconnaissant de cette interruption. « Merci, je m'appelle Claire, au fait. Claire Martin, dit-elle en s'installant sur la chaise, remarquant son expression soulagée. Laissez-moi deviner, profil de rencontre en ligne. » Le visage de Marc rougit. C'était si évident. Son regard terrifié l'avait trahi. Elle rit. J'avais la même expression la semaine dernière quand ma sœur m'a enfin convaincu de m'inscrire sur un de ces sites. C'est comme rédiger sa propre nécrologie, sauf qu'on est bien vivant et qu'on espère désespérément que quelqu'un nous trouvera assez attirant pour nous envoyer un message. Exactement. Marc se surprit à rire pour la première fois depuis des semaines. Je suis assise ici depuis 20 minutes à essayer de trouver comment dire « père veuf » sans que ça ressemble à une chanson country tragique. L'expression de Claire s'adoucit. Je suis désolé pour ta perte. Ça doit être incroyablement difficile. Ça l'a été. Ça l'est toujours. Marc se surprit lui-même par son honnêteté. Mais ma fille Émilie, elle a 6 ans. Elle m'a demandé de lui trouver une nouvelle mère. Elle m'a balancé ça pendant le petit déjeuner, comme si elle me demandait d'acheter du lait. Elle est maligne. Les enfants voient les choses que nous, les adultes, compliquons. Claire remua son café d'un air pensif. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que c'était compliqué, ce qui est vrai. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant depuis 2009. Je ne sais plus comment faire ça, surtout avec Émilie à prendre en considération. Claire hocha la tête d'un air compréhensif. J'enseigne en CE1, donc je vois beaucoup de situations familiales différentes. Les enfants qui s'en sortent le mieux ne sont pas forcément ceux qui ont une famille nucléaire parfaite. Ce sont ceux dont les parents sont prêts à prendre des risques pour leur bonheur. Quelque chose dans son ton incita Marc à la regarder plus attentivement. On dirait que tu parles d'expérience. Mon ex-mari est parti quand ma fille Léa avait 4 ans. Il a dit qu'il n'était pas prêt à assumer cette responsabilité. La voix de Claire ne trahissait aucune amertume, juste une acceptation toute naturelle. Léa m'a demandé pourquoi certains enfants ont un papa et pas elle. Parfois, les enfants nous obligent à affronter des vérités que nous avons toujours évitées. Ils ont discuté pendant 1 heure supplémentaire, la conversation se déroulant avec une facilité surprenante. Claire comprenait les complexités de la monoparentalité, le poids des décisions qui affectaient de petites vies, le courage qu'il fallait pour rester ouvert à de nouvelles possibilités. Quand elle a finalement jeté un coup d'œil à sa montre et s'est exclamée qu'elle était en retard pour une réunion parents-professeurs, Marc a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une véritable déception que cette conversation touche à sa fin. « Je devrais y aller », dit Claire en rassemblant ses affaires. « Mais Marc, c'est bien ton nom? Ne réfléchis pas trop à ton profil. Sois juste honnête sur qui tu es et ce que tu cherches. La bonne personne appréciera ton authenticité. » Alors qu'elle s'éloignait, Marc rouvrit son ordinateur portable. Cette fois, les mots lui vinrent facilement. 3 mois plus tard, Marc était devant le miroir de sa chambre, en train d'ajuster sa cravate pour la 4e fois. Émilie était assise sur son lit, balançant ses jambes et commentant son apparence avec la franchise brutale propre aux enfants. « La cravate bleue te rend plus beau », a-t-elle déclaré. «
Mais pas trop beau, on ne veut pas lui faire peur. Marc rit malgré sa nervosité. Où as-tu appris à faire peur aux gens? À la télé, répondit Émilie d'un ton neutre. Tu es nerveux à l'idée de rencontrer la fille de Claire? Un peu, admit-il. Ce soir, après des semaines de rendez-vous autour d'un café, d'appels téléphoniques et de conversations prudentes, Claire avait accepté de présenter Léa à Émilie. Elle dînait chez Chuck E. Cheese, un terrain neutre qui, espérons-le, mettrait les deux filles à l'aise. « Et si elle ne m'aime pas ?» demanda Émilie, sa façade confiante se fissurant légèrement. Marc s'assit à côté d'elle sur le lit et la serra contre lui. « Chérie, pourquoi ne t'aimerait-elle pas? Tu es intelligente, drôle, gentille et tu fais les meilleures blagues, toc-toc, de toute la France. Et si elle pense que j'essaie de remplacer son vrai papa ?» La question prit Marc au dépourvu dans toute leur conversation au sujet de Claire. Ils avaient parlé des complexités des familles recomposées sans les aborder directement. Le papa de Léa avait fait des choix qui lui avaient fait du mal, à elle et à sa maman. Tu ne remplaces rien. Tu apportes quelque chose de bien à sa vie, tout comme Claire pourrait apporter quelque chose de bien à la nôtre. Aimes-tu Claire, papa? Marc réfléchit attentivement à la question. Aimait-il Claire? Ses sentiments étaient compliqués, différents de ceux qu'il avait reçus pour Sophie, mais néanmoins réels. Claire le faisait rire. Elle comprenait ses craintes concernant son rôle de père. Elle lui posait des questions sur son travail et se souvenait des détails. Quand Émilie était tombée malade la semaine dernière, Claire était venue avec de la soupe et était restée pour lire des histoires avant de se coucher. « Je tiens beaucoup à elle », avait-il fini par avouer. Je pense que je pourrais l'aimer, mais l'amour grandit avec le temps. Ça prend du temps. Comme un jardin. Exactement comme un jardin. 1 heure plus tard, ils entrèrent chez Chuck E. Cheese et trouvèrent Claire et Léa déjà installées à une table dans un coin. Léa avait 8 ans et avait les yeux chaleureux de sa mère et un sourire timide qui rappelait à Marc-Émilie à cet âge. Elle portait une robe violette et serrait contre elle une peluche en forme de licorne comme un bouclier. « Salut Émilie », dit Claire d'un ton chaleureux. « Je voudrais te présenter ma fille, Léa. Léa, voici Émilie et son papa, Monsieur Marc. » Les filles se regardèrent avec l'attention que les enfants accordent aux personnes qu'ils rencontrent pour déterminer si elles peuvent devenir des amis ou des ennemis. Émilie, qui n'était pas du genre à laisser le silence s'installer, fit le premier pas. « J'aime bien ta licorne, dit-elle. Comment s'appelle-t-elle ?»« Rainbow, répondit Léa doucement. Ce n'est pas vraiment une licorne garçon en fait, c'est une licorne fille, mais je l'appelle lui parfois parce que c'est plus facile. C'est logique, acquiesça Émilie sérieusement. J'ai une peluche qui s'appelle Georges, mais c'est clairement une peluche fille. Les adultes se trompent parfois à ce sujet. Et tout simplement, la glace était brisée. En quelques minutes, les filles planifièrent leur assaut sur les jeux d'arcade, laissant les adultes naviguer dans leurs conversations hésitantes. Elle semblait s'apprécier, observa Claire, en regardant Émilie montrer à Léa comment gagner des tickets aux jeux de basket. Émilie était enthousiaste depuis des jours. Marc a avoué qu'elle avait choisi sa tenue la veille et répété des sujets de conversation. Léa était nerveuse. Elle a demandé si tu allais essayer d'être son nouveau papa. Marc a senti son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Claire a souri. « Je lui ai dit que personne ne pourrait remplacer son papa dans son cœur, mais que cela ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas faire de la place pour de nouvelles personnes qui nous aiment. » Alors qu'ils regardaient leurs filles jouer ensemble, Marc a senti quelque chose changer en lui. Il ne s'agissait pas de remplacer Sophie ou de trouver une mère de substitution pour Émilie. Il s'agissait de construire quelque chose de complètement nouveau. Une famille qui honore le passé, tout en embrassant l'avenir. La soirée passa à toute vitesse entre les pizzas, les jeux et les rires de plus en plus forts des deux filles. Quand il fut l'heure de partir, Léa serra Émilie dans ses bras pour lui dire au revoir, et Émilie lui murmura quelque chose à l'oreille qui fit rire la grande fille. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Marc, alors qu'ils marchaient vers la voiture. Émilie sourit. « Je lui ai dit que si nos parents se mariaient, on serait sœurs, et que les sœurs restent toujours ensemble, quoi qu'il arrive. » Le cœur de Marc s'arrêta. Le mariage. Le mot resta suspendu entre eux, plein de possibilités et de terreur à mesure égale. En voyant l'expression surprise mais pas mécontente de Claire, Marc réalisait que sa fille de 6 ans venait d'exprimer ce qu'aucun des deux adultes n'avait eu le courage de dire à voix haute. Il était peut-être temps de voir plus grand que simplement sortir ensemble. 6 semaines plus tard, Marc se retrouva dans la bijouterie où il avait acheté la bague de fiançailles de Sophie 7 ans plus tôt. Le même vendeur âgé, M. Goldstein, le reconnut immédiatement. « Marc Dupont », dit le vieil homme chaleureusement. « J'ai été très triste d'apprendre la nouvelle concernant Sophie. C'était une fille adorable. Merci, M. Goldstein. » Marc se dandina mal à l'aise, ayant l'impression de trahir la mémoire de Sophie rien qu'en étant là. Et maintenant, les yeux complices de M. Goldstein brillaient. « Vous avez retrouvé l'amour. »« Oui, c'est bien. »
Sophie aurait voulu que vous soyez heureux. » Ces mots frappèrent Marc comme une révélation. Sophie aurait voulu qu'il soit heureux. Elle avait aimé Émilie de tout son cœur. N'aurait-elle pas voulu que sa fille ait une famille complète? « Elle s'appelle Claire, » dit Marc doucement. « Elle est enseignante. Elle a aussi une fille. » « Ah, une famille déjà formée. C'est magnifique. » Monsieur Goldstein commença à sortir des présentoirs à bagues. « Parle-moi d'elle. » Alors que Marc décrivait Claire, son rire, sa patience avec les deux filles, la façon dont elles s'étaient parfaitement intégrées à leur tradition du mardi soir autour d'une pizza, il se rendit compte qu'il ne pensait plus seulement au mariage. Il était en train de le planifier. Celle-ci, Monsieur Goldstein, dit en montrant une bague simple avec des nuances chaudes. Elle symbolise un nouveau départ, sans entrer en concurrence avec les vieux souvenirs. Marc fixa la bague. Elle était parfaite, élégante, mais pas ostentatoire. Classique, mais pas démodée. Rien de tel que le décor art déco vintage de Sophie qui rendait l'endroit parfait. « Je ne sais pas si elle dira oui », admit Marc. « On n'a jamais parlé de mariage directement, mais on a tourné autour du sujet. Oui, les enfants, l'avenir, la façon dont on va ensemble. » Marc acquiesça. Ils avaient parlé de tout, sauf de la demande en mariage proprement dite. Claire savait qu'il voulait qu'elle fasse partie de sa vie pour toujours. Elle avait commencé à garder des vêtements chez lui et il avait un tiroir chez elle. Émilie l'appelait presque « Maman Claire » quand elle pensait que les adultes ne pouvaient pas l'entendre. Le cœur sait, Monsieur Goldstein, fais-lui confiance. Ce soir-là, Marc était assis dans son jardin et regardait Émilie et Léa courir après les lucioles pendant que Claire corrigeait des copies à la table du patio. C'était devenu leur routine. Les dîners du dimanche qui se prolongeaient jusqu'en soirée, l'heure des devoirs avec les deux filles, les histoires lues avant de se coucher par le parent qui était le plus proche. On se sentait comme une famille, on se sentait chez nous. « Papa, regarde !» a crié Émilie en mettant ses mains en coupe avec précaution. « J'ai attrapé une luciole. » Claire dit que si on fait un vœu et qu'on la laisse s'envoler, le vœu se réalise. « Qu'est-ce que tu vas souhaiter ?» a demandé Marc. Émilie a regardé Claire, puis Léa, puis lui. « Je ne peux pas te le dire, sinon ça ne se réalisera pas, mais je pense que tu le sais déjà. » Plus tard, après que les filles se furent couchées, Léa dans la chambre d'amis qui devenait peu à peu son espace permanent, Marc et Claire s'assirent sur la balancelle du porche, regardant les dernières lueurs du soir s'estomper. « J'ai réfléchi, » dit Claire doucement, « à ce qui va se passer pour nous. » Le cœur de Marc battait à tout rompre. Et Léa m'a demandé hier si on allait vivre ici pour toujours. Ce n'était pas une plainte. Elle adore cet endroit, mais elle voulait savoir si c'était temporaire ou plus permanent. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Claire se tourna vers lui, l'air sérieux mais plein d'espoir. Je lui ai dit que ça dépendrait si l'homme que j'aime était prêt à s'engager pour de bon. Les mots restèrent suspendus entre eux, honnêtes et vulnérables, et exactement ce dont Marc avait besoin d'entendre. « Claire, » dit-il en cherchant dans sa poche la petite boîte en velours qu'il transportait depuis 3 jours, attendant le moment idéal. « Je pense qu'on doit avoir une conversation très importante. » Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il glissa de la balançoire et s'agenouilla, la boîte contenant la bague tremblant entre ses mains. « Marc, » murmura-t-elle. « Claire Martin, » dit-il d'une voix plus forte qu'il ne l'avait prévu. « Tu es entrée dans nos vies alors que nous ne savions même pas que nous te cherchions. Tu as rendu Émilie plus heureuse que je ne l'avais vue depuis la mort de sa mère. Tu m'as fait redécouvrir ce que c'est que de construire un avenir au lieu de simplement survivre au quotidien. » Il ouvrit l'écrin, révélant la bague qui scintillait à la lumière du porche comme une étoile capturée. « Veux-tu m'épouser ? Veux-tu m'aider à fonder une famille qui honore notre passé tout en créant quelque chose de beau et de nouveau ?» Les larmes coulaient sur le visage de Claire alors qu'elle acquiesçait, incapable de parler. De l'intérieur de la maison, on entendait des bruits de pas rapides et des chuchotements excités. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et les deux filles se précipitèrent en pyjama. « Tu as dit oui ?» demanda Émilie. « S'il te plaît, dis que tu as dit oui. »« On écoutait à la fenêtre » ajouta Léa d'un ton apologétique. « Maman, tu pleures. C'est des larmes de joie ou de tristesse ?» Claire rit à travers ses larmes, tendant la main pour admirer la bague. « C'est des larmes de joie. Ça veut dire qu'on va être sœurs pour de vrai ?» demanda Émilie en sautillant sur ses pointes. « Ça veut dire que nous allons former une famille », répondit Marc en serrant ses 3 filles dans ses bras. « On va former une famille. » Les préparatifs du mariage ont occupé les 4 mois suivants dans un tourbillon de décisions qui semblait parfois plus compliqué que la diplomatie internationale. Chaque choix, des fleurs au plan de table, nécessitait de réfléchir à la manière d'honorer le passé tout en célébrant l'avenir. On pourrait organiser la cérémonie dans la roseraie du Piedmont Park, a suggéré Claire un soir, entourée de magazines de mariage et d'exemples d'invitation. C'est beau, mais pas trop formel. Émilie leva les yeux de son livre de coloriage. Y aura-t-il des photos de maman Sophie ? La question fit hésiter les 2 adultes.
Ils avaient soigneusement réfléchi à la manière d'inclure la mémoire de Sophie dans leur nouveau départ, sans que cela ressemble à un sanctuaire dédié au passé. « Tu aimerais qu'il y en ait ?» demanda Claire avec douceur. Émilie réfléchit sérieusement. « Peut-être juste une, pour qu'elle sache qu'elle fait toujours partie de notre famille, même si tu vas être ma nouvelle maman. » Marc sentit sa gorge se serrer. Émilie avait commencé à appeler Claire « maman » la semaine dernière. Et chaque fois que cela arrivait, il sentait son cœur se gonfler et se briser en même temps, se gonflant de joie pour l'acceptation d'Émilie et se brisant de chagrin pour ce qui manquait à Sophie. « Je trouve que c'est une belle idée, » dit Claire. « Quel genre de photo ? Celle qui est sur ma commode, où elle rit en me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. Elle a l'air heureuse sur cette photo. » Léa leva les yeux de son livre de coloriage. « Mon papa ne viendra probablement pas au mariage. N'est-ce pas, maman ?» L'expression de Claire se crispa de manière presque imperceptible. Le père de Léa avait été sporadique dans ses contacts depuis le divorce, mais la nouvelle du mariage avait déclenché son premier appel téléphonique en 6 mois. Il avait fait des allusions vagues à la garde et à la protection des intérêts de sa fille, mais n'avait finalement rien fait d'autre que de créer de l'anxiété pour toutes les personnes concernées. « Je ne pense pas, ma chérie. Mais tu sais quoi, tu vas avoir plein de gens qui t'aiment, les parents de Monsieur Marc, tante Suzanne, toute la famille d'Émilie, et Monsieur Marc va officiellement devenir ton beau-père. Ce qui veut dire que tu auras quelqu'un qui promet d'être toujours là pour toi. »« Je devrais l'appeler papa ?» demanda Léa à voix basse. Marc s'agenouilla à côté de sa chaise. « Tu peux m'appeler comme tu veux, ma puce. Certains enfants appellent leur beau-père par son prénom. D'autres disent « papa ». D'autres encore inventent des surnoms spéciaux. Ce qui compte, c'est que tu saches que je vais t'aimer et prendre soin de toi comme si tu étais ma propre fille, peu importe comment tu m'appelles. Je pourrais t'appeler Papa Marc ? Marc ? Comme ça, tu restes spécial mais différent de mon vrai papa. »« Papa Marc, c'est parfait, » dit-il avec sincérité. 2 semaines avant le mariage, les parents de Sophie demandèrent à voir Marc. Son estomac se noua lorsqu'il les vit monter les marches du perron. Henri était toujours aussi grand et distingué à 68 ans. Catherine était toujours élégante, mais de nouvelles rides de chagrin avaient creusé ses yeux. Ils avaient soutenu sa relation avec Claire, comprenant qu'Émilie avait besoin d'une figure maternelle. Mais le mariage était différent, plus permanent, plus comme un pas en avant plutôt qu'un changement. « Marc, » dit Henri, après qu'ils se furent installés dans le salon avec un café. « Nous voulons que tu saches à quel point nous sommes heureux pour toi. Claire est une femme adorable, et Émilie l'adore clairement. » Mais Marc sentait qu'il y avait autre chose. Catherine se pencha en avant, la voix douce mais ferme. « Nous voulons nous assurer que Émilie se souvienne de sa mère, pas seulement comme une photo sur la commode, mais comme une vraie personne qui l'aimait désespérément. On ne voudrait jamais qu'Émilie oublie Sophie, » dit Claire tout de suite. C'était la première mère d'Émilie, et ça restera toujours sacré. « Ce qu'on propose, » continua Henri, « c'est une bourse d'études à la mémoire de Sophie, quelque chose dans lequel Émilie pourra s'impliquer quand elle sera plus grande. Une façon de garder la mémoire de sa mère vivante en aidant les autres. » Marc sentit les larmes lui monter aux yeux. Sophie aurait adoré ça. Elle avait toujours voulu aider les enfants qui n'avaient pas les mêmes chances qu'Émilie. Ils passèrent l'heure suivante à planifier la bourse d'études Sophie Dupont pour les enfants défavorisés. Et Marc réalisèrent que c'était ça, la guérison. Ne pas oublier le passé, mais le transformer en quelque chose qui pourrait bénir l'avenir. La veille du mariage, Marc se tenait dans la chambre d'Émilie et la regardait dormir. Demain, leur petite famille de 2 personnes allait officiellement en compter 4. Demain, Claire promettrait d'aimer Émilie comme sa propre fille, et Léa deviendrait sa belle-fille, même si elle n'était pas de son sang. Demain sera une journée parfaite, n'est-ce pas, papa ? La voix endormie d'Émilie le fit sursauter. « Tu es censé dormir, petit oiseau. » Je dormais, mais je me suis réveillée heureuse. C'est bizarre. Marc s'assit sur le bord de son lit et lui caressa les cheveux. Ce n'est pas bizarre du tout. Je me suis réveillé heureux moi aussi. Tu crois que maman Sophie est au courant pour demain ? Je pense qu'elle sait tout ce qui est important, dit Marc avec précaution. Et je pense qu'elle est heureuse pour nous. Émilie acquiesça avec satisfaction. Je lui ai parlé de Claire dans mes prières ce soir. J'ai dit « Merci de nous avoir envoyé quelqu'un d'aussi parfait ». Alors que Marc l'abordait et l'embrassait sur le front, il réalisa que sa fille de 6 ans venait de résumer ce qu'il lui avait fallu des mois pour comprendre. Claire n'était pas un remplacement pour ce qu'ils avaient perdu. Elle était un cadeau qui honorait ce qu'ils avaient trouvé. Demain, il épouserait la femme qui lui avait appris que l'amour pouvait arriver 2 fois dans une vie. Demain, il deviendrait une famille non pas née de la tradition, mais choisie grâce au courage. Demain, le souhait d'Émilie d'avoir une mère allait enfin se réaliser. Le matin du mariage s'est levé sous un soleil parfait qui donnait à tout l'aspect d'un décor de cinéma. Marc se tenait devant le miroir de sa salle de bain, essayant d'attacher son nœud papillon pour la 6e fois, tandis que ses mains tremblaient d'une nervosité inattendue. Ce n'était pas le trac,
C'était la prise de conscience bouleversante que dans 3 heures, toute sa vie allait officiellement changer pour toujours. Oncle Mike, on dirait que tu te bases avec un serpent. Lucas, son neveu, rit depuis l'embrasure de la porte. À 25 ans, Lucas avait été désigné garçon d'honneur de Marc et voix officieuse de la raison. Je n'arrive pas à mettre ce fichu truc droit, marmonna Marc en tirant à nouveau sur le cravate. Laisse-moi faire. Lucas avança, ses doigts travaillant avec une aisance acquise par l'habitude. Tu sais, je ne t'ai jamais vu aussi nerveux. Même pas quand tu as épousé tante Sophie. C'est différent, dit Marc doucement. Avec Sophie, j'étais jeune et stupide, et convaincu que l'amour triomphait de tout. Maintenant, je sais tout ce qui peut mal tourner. À quel point le bonheur est précieux et fragile. Et ça te fait peur. Ça me terrifie. Je ne risque plus seulement mon propre cœur. Je suis responsable du bonheur d'Émilie, et maintenant de Léa aussi. Et si je fais tout foirer? Et si Claire se rend compte qu'elle a fait une erreur? Et si les enfants finissent par souffrir parce que j'ai été assez égoïste pour vouloir aimer à nouveau? Lucas finit le nœud papillon et recule, l'air sérieux. Oncle Mike, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand j'avais peur de demander Hannah en mariage? Marc secoua la tête. Tu m'as dit que l'amour, ce n'était pas d'éviter les risques. C'était de trouver quelqu'un qui valait la peine de prendre des risques. Tu as dit que le seul vrai échec, c'était de ne pas essayer du tout. Avant que Marc puisse répondre, Émilie fit irruption dans la pièce vêtue de sa robe de demoiselle d'honneur. Une création rose pâle qui la faisait ressembler à une princesse et d'une certaine manière à une enfant qui grandissait trop vite. « Papa, tu es tellement beau !» s'exclama-t-elle avant de remarquer son expression. « Pourquoi tu as l'air effrayée ? » « Je n'ai pas peur, ma chérie. Je suis juste très émue. » Émilie grimpa sur le lit, en prenant soin de ne pas froisser sa robe. « Tu as peur que Claire change d'avis ? Peut-être un peu, mais elle ne changera pas d'avis. » Émilie répondit avec une certitude absolue. « Tu veux savoir comment je le sais ? Comment ? Hier, quand on se faisait faire les ongles, elle a dit à la fille du salon qu'elle allait épouser sa meilleure amie. Elle a dit « Tu la fais rire même quand elle passe une mauvaise journée et tu ne lui donnes jamais l'impression qu'elle doit être parfaite. » Émilie a fait une pause, puis a ajouté « En plus, elle a acheté le shampoing chic pour notre salle de bain. Personne ne dépense autant d'argent pour du shampoing si c'est pour partir. » Marc éclata de rire. La tension était enfin cassée. « Tu sais quoi, M ? Tu as tout à fait raison. » 1 heure plus tard, Marc se tenait devant l'hôtel dans la roseraie du Piémont Park, regardant les invités prendre place. Les parents de Sophie étaient assis au premier rang, Catherine essuyant ses yeux avec un mouchoir. Ses propres parents étaient à leur côté. Sa mère était presque en train de vibrer d'excitation à l'idée d'avoir enfin une autre belle-fille et une petite fille. Julien se tenait à côté de lui en tant que garçon d'honneur, tendant parfois la main pour redresser le nœud papillon déjà parfait de Marc. « Elle va arriver », murmura Julien pendant un moment d'attente particulièrement long. Claire n'est pas du genre à laisser quelqu'un devant l'autel. « Je sais », répondit Marc, mais son cœur battait quand même à tout rompre. Le quatuor à cordes entama la procession, et Marc retint son souffle lorsque Léa apparut au bout de l'allée. Elle était radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, tenant un petit bouquet et marchant d'un pas prudent et mesuré. Derrière elle venait Émilie, qui dispersait des pétales de rose avec une flair théâtrale qui fit sourire les invités. Puis la musique passa à la marche nuptiale, et Claire apparut. Le monde de Marc s'arrêta. Elle était magnifique, pas seulement comme toutes les mariées le sont, mais d'une manière qui parlait directement à son âme. Sa robe était simple et élégante, son sourire nerveux mais sincère, ses yeux fixés sur les siens alors qu'elle marchait vers leur avenir. À mi-chemin, elle s'est arrêtée. Pendant un moment terrifiant, Marc a cru qu'elle avait des doutes. Puis il a remarqué qu'elle regardait quelque chose au premier rang. La petite photo encadrée de Sophie qu'Émilie avait insisté pour placer sur le siège à côté parent de Sophie. Claire s'approcha, prit la photo et murmura quelque chose que seuls les invités du premier rang pouvaient entendre. Puis elle embrassa doucement le cadre et le remit à sa place, poursuivant son chemin vers l'autel, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» murmura Marc lorsqu'elle l'atteignit. « Je lui ai dit merci d'avoir si bien pris soin de toi jusqu'à ce que je puisse être là. » Claire lui répondit à voix basse. La cérémonie se déroula dans un brouillard de vœux, d'alliances et d'un sentiment irrésistible qu'il était exactement là où il devait être. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, Marc embrassa Claire avec la ferveur d'un homme qui pensait ne jamais avoir cette chance. Mais le vrai moment qui resterait gravé dans sa mémoire allait suivre. Sans que le pasteur leur dise quoi que ce soit, Émilie et Léa s'avancèrent. Claire s'agenouilla et serra les 2 filles dans ses bras. « Je promets de vous aimer toutes les 2 comme mes propres filles », dit-elle d'une voix claire qui résonna dans tout le jardin. « Pas pour remplacer qui que ce soit, mais pour ajouter à l'amour que vous avez déjà. » Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin alors que les 4 se tenaient ensemble. Une famille non pas née,
mais choisie. Imparfaite, mais prête à travailler pour être complète. Alors qu'ils remontaient l'allée ensemble, Émilie saisit la main de Marc et la serra. « On a réussi, papa. On a notre famille. » La réception au country club était tout ce que Marc avait espéré. Élégante mais chaleureuse, formelle, mais axée sur la famille. Les filles avaient enfilé des robes plus confortables et tenaient salon à la table des enfants, régalant leurs cousins d'histoire sur la façon dont elles avaient aidé à organiser le mariage. « Elles sont déjà inséparables », observa Claire en regardant Émilie apprendre à Léa un jeu de claquettes compliqué entre deux plats. « Émilie veut une sœur depuis qu'elle sait parler », répondit Marc. « Je crois que tu viens de lui faire le plus beau cadeau qui soit. » Claire lui serra la main sous la table. « J'espère que Léa pensera la même chose quand elle sera plus grande. Pour l'instant, tout est nouveau et excitant, mais quand on arrivera à l'adolescence, on verra bien, » dit Marc. « C'est ça, la famille. » Le moment fut interrompu par le bruit de quelqu'un qui tapait sur un verre. Julien se leva, une flûte de champagne à la main, prêt à prononcer le discours que Marc redoutait tant. « La plupart d'entre vous savent que Marc et moi sommes amis depuis l'université, » commença Julien. « Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Mike était le genre de gars qui disait toujours qu'il ne se marierait qu'une seule fois. Il était complètement, totalement dévoué à Sophie. Et quand on l'a perdu, honnêtement, je ne pensais pas qu'il retrouverait un jour le bonheur. » Marc sentit la main de Claire se crisper dans la sienne. Mais la fille de Mike, Émilie, avait d'autres plans. Elle avait décidé que son père avait besoin de retrouver l'amour, et elle avait raison. En observant Mike avec Claire ces derniers mois, je l'ai vu redevenir lui-même. Pas la personne qu'il était avant la mort de Sophie, mais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui comprend que l'amour n'est pas fini, que ouvrir à nouveau son cœur ne diminue en rien ce qui s'est passé avant. Julien leva son verre. À Marc et Claire, qui prouvent que les familles se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles, et que parfois les plus belles histoires d'amour sont celles qui honorent le passé tout en embrassant l'avenir. Les applaudissements ont été tonitruants, mais Marc les a à peine entendus. Il repensait aux paroles de Julien. L'amour n'est pas éternel. Pendant des mois, il avait été rongé par la culpabilité d'aimer Claire, comme si le fait de prendre soin d'elle trahissait d'une certaine manière la mémoire de Sophie. Mais Julien avait raison. Son amour pour Sophie n'avait pas diminué. Il avait simplement fait place à quelque chose de nouveau et d'aussi précieux. Après le dîner, alors que le groupe jouait leur première danse sur Atlas de Etta James, Claire leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Je sais que c'est probablement fou à dire le jour de notre mariage, mais j'ai peur aussi. » « De quoi ? De ne pas être à la hauteur de l'héritage de Sophie, d'être la mère qu'Émilie mérite, de ne pas gâcher cette belle chose que nous avons construite. » Marc la fit tourner doucement, puis la serra contre lui. « Claire, tu n'es pas en compétition avec Sophie. Tu écris le prochain chapitre de l'histoire d'Émilie. Et d'après ce que j'ai vu, ce sera un très beau chapitre. Et si Émilie commence à m'en vouloir en grandissant ? Et si elle décide qu'elle veut en savoir plus sur sa mère biologique et qu'elle a l'impression que je lui mets des bâtons dans les roues, on l'aidera à explorer ça. On lui racontera des histoires sur Sophie, on lui montrera des vidéos, on visitera peut-être même des endroits qui étaient importants pour sa mère. Tu ne remplis pas le vide laissé par Sophie. Tu enrichis la vie d'Émilie. Tu enrichis la vie d'Émilie. » La chanson s'est terminée et le DJ a invité les familles à les rejoindre sur la piste de danse. Émilie a immédiatement réclamé Marc pour la prochaine danse, tandis que Léa attrapait la main de Claire. Alors qu'ils se balançaient au rythme d'une chanson plus lente, Marc regardait sa nouvelle épouse apprendre à sa fille quelques pas de danse. Ils ont tous les deux ri lorsque Léa a accidentellement marché sur le pied de Claire. « Elle s'y prend bien avec elle », dit Henri, le père de Sophie, en apparaissant à côté de Marc. « C'est vrai. Émilie l'adore, et Léa s'ouvre de plus en plus chaque jour. » Henri acquiesça, les yeux rivés sur la piste de danse. Catherine était inquiète, tu sais, pas pour Claire. Elle est clairement merveilleuse, mais pour Émilie qui oublie Sophie. Et maintenant, je crois qu'on comprend quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. Émilie ne va pas oublier sa mère parce qu'elle en a gagné une autre. Au contraire, l'amour de Claire pourrait la rendre plus curieuse à propos de Sophie, plus désireuse de comprendre d'où elle vient. Ils regardèrent dans un silence confortable tandis que les filles changeaient de partenaire. Émilie dansait maintenant avec Claire tandis que Léa tournait avec son nouveau beau-père. « Marc, » dit Henri doucement, « Sophie serait tellement fière de l'homme que tu es devenu et elle aimerait Claire pour t'avoir fait sourire à nouveau. » Plus tard dans la soirée, après que le gâteau ait été coupé et le bouquet lancé, attrapé avec enthousiasme par la nièce adolescente de Marc, la famille se retira dans la suite nuptiale pour se détendre avant de se rendre dans leur nouvelle maison commune. Émilie et Léa étaient assises sur le canapé de la chambre d'hôtel, toujours dans leur robe de soirée, mais sans leurs chaussures, feuilletant l'album photo que le photographe de mariage avait rapidement assemblé. « Regarde, maman », dit Léa à Claire en montrant une photo de 4 pendant la cérémonie. « On a l'air d'être faits l'un pour l'autre.
On est faites l'une pour l'autre, répondit Claire, assise à côté de ses filles. On est une famille maintenant, officiellement et complètement. Émilie leva les yeux de l'album. Papa, tu es heureux? Marc, qui desserrait son nœud papillon dans le fauteuil en face d'elle, réfléchit à la question. Était-il heureux? Il était terrifié, bouleversé, reconnaissant, plein d'espoir et, oui, profondément, complètement heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, mon chéri. Et toi? Émilie sourit. Je suis tellement heureuse que je pourrais exploser, mais je ne le ferai pas parce que ça abîmerait ma robe. Alors que les rires remplissaient la pièce, Marc réalisa qu'ils avaient réussi. Ils avaient rassemblé les morceaux brisés de deux familles et créé quelque chose d'entier, de beau et qui leur appartenait entièrement. 3 semaines de vie conjugale, la lune de miel a connu sa première véritable épreuve lorsque Léa s'est réveillée avec 39 degrés de fièvre à 3 heures du matin, un jour d'école. Claire était en mode maman à fond, prenant la température et administrant du Tylenol pour enfants, tandis que Marc tournait, indécis, dans l'embrasure de la porte de ce qui était désormais officiellement la chambre de Léa. « Je peux faire quelque chose ?» demanda-t-il doucement en regardant Claire appliquer des compresses froides sur le front de Léa. « Tu peux appeler l'école pour leur dire qu'elle ne viendra pas aujourd'hui et peut-être commencer à faire des toasts? Elle n'a rien mangé depuis hier. » Alors que Marc se dirigeait vers la cuisine, il entendit la petite voix de Léa. « Maman, je veux mon papa. » Marc se figea. Pas papa Marc, ni même Marc. Son papa, son père biologique qui n'avait pas appelé depuis avant le mariage, qui avait fait des promesses qu'il n'avait jamais tenues, qui avait fait du mal à cette adorable petite fille plus de fois que Marc ne pouvait le compter. « Ma chérie, papa Antoine n'est pas là, il n'est pas ici pour le moment. » Claire contrôlait soigneusement sa voix. « Mais je veux qu'il vienne. » Léa gémit. « Quand je suis malade, je veux toujours mon vrai papa. » Marc s'éloigna de la porte, le cœur battant. Son vrai papa. Peu importe tout l'amour qu'il avait donné à cette nouvelle famille, peu importe le nombre d'histoires qu'il lui avait lues avant de se coucher ou de bandages qu'il avait mis sur ses genoux écorchés, il ne serait jamais le vrai papa de Léa. Il était le remplaçant, le substitut, l'homme qui avait épousé sa mère. 1 heure plus tard, après que Léa se soit rendormie et que Claire ait enfin convaincu Émilie de se préparer pour l'école, Claire trouva Marc assis sur la terrasse arrière avec une tasse de café, le regard perdu dans le lointain. Elle ne le pensait pas comme ça, dit Claire en s'installant à côté de lui. Si, elle le pensait. Et ce n'est pas grave. La voix de Marc était calme, mais Claire pouvait entendre la douleur derrière. Elle a 8 ans, elle est malade, et elle veut son père. C'est normal, Marc. Tu as été plus un père pour elle ces derniers mois qu'Antoine ne l'a été en 2 ans. C'est toi qui l'aide à faire ses devoirs, qui l'a conduit à l'entraînement de foot. Qui? Mais je ne suis pas son papa. Marc l'interrompit gentiment. Pas de la façon qui compte quand une enfant de 8 ans a de la fièvre et veut être réconfortée. Je savais que ça serait compliqué quand on s'est marié. J'espérais juste que ce serait plus facile. Claire resta silencieuse pendant un long moment. Regrettez-vous notre union? Marc se tourna vers elle, surpris. Mon Dieu, non. Claire, il ne s'agit pas de regretter quoi que ce soit. Il s'agit de comprendre que construire une famille recomposée est plus difficile que je ne le pensais. Léa va passer par des moments où son père lui manquera, où elle en voudra à la situation, où elle repoussera les limites de notre nouvelle famille. Ça ne veut pas dire que je l'aime moins. Ça veut juste dire que je dois être patient. Et si elle ne t'accepte jamais complètement comme figure paternelle, Marc réfléchit à cette possibilité. Alors je l'aimerai quand même. Je serai une présence constante dans sa vie. L'homme qui sera toujours là pour elle. Celui qui lui prouvera que toutes les figures paternelles ne la décevront pas. Peut-être qu'un jour elle l'appréciera, peut-être pas. Mais mon boulot n'est pas de remplacer son père. C'est d'être le meilleur beau-père possible. Cet après-midi-là, pendant que Léa faisait la sieste et qu'Émilie était à l'école, Marc a reçu un appel téléphonique inattendu. La voix à l'autre bout du fil était pâteuse et agressive. C'était Antoine Mercier, le père biologique de Léa. « Alors, tu crois que tu peux débarquer comme ça et jouer au papa avec ma fille ?» Les mots d'Antoine étaient durs, clairement influencés par ce qu'il avait bu. « Antoine, je n'essaie pas de te remplacer. Je sais ce que tu fais. Tu montes ma fille contre moi, tu lui dis de t'appeler papa, tu empoisonnes son esprit. » Marc sentit la colère monter en lui, mais il garda une voix calme. « Léa ne m'a jamais appelé papa. Elle m'appelle papa Marc, et seulement quand elle en a envie. Je ne lui ai jamais dit un mot négatif à ton sujet. Ouais, c'est ça. Je parie que tu adores jouer les héros, n'est-ce pas? Sauver la pauvre mère célibataire et son enfant traumatisé. Ça suffit. » La voix de Marc se durcit. « Tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, mais tu ne parleras pas de Léa ou de Claire comme ça. Je veux voir ma fille. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Antoine avait un droit de visite qu'il exerçait rarement, mais légalement, Claire ne pouvait pas l'en empêcher. Alors appelle Claire et arrange ça par les voies officielles. N'appelle pas ici quand t'es bourré pour poser des conditions. Je la verrai quand ça me chira bon.
C'est ma fille, pas la tienne. La ligne fut coupée, laissant Marc fixer le téléphone avec un sentiment d'appréhension. C'était exactement le genre de complication qu'il redoutait. Un parent biologique qui pouvait bouleverser leur famille soigneusement construite quand bon lui semblait. Lorsque Claire se réveilla de sa sieste, l'épuisement de la nuit passée à s'occuper du bébé l'avait enfin rattrapé. Marc lui raconta l'appel. « Il fait ça », dit-elle d'un air las. « Tous les quelques mois, généralement quand il a bu, il se souvient qu'il a une fille et décide de faire valoir ses droits. Puis il disparaît à nouveau pendant des semaines. Qu'est-ce qu'on fait? On protège les filles autant qu'on peut et on attend que ça passe. » Antoine s'intéresse à la paternité à peu près autant qu'à tout le reste. Ce soir-là, Léa se sentait assez bien pour descendre dîner. Elle était silencieuse, picorant dans sa soupe, pendant qu'Émilie racontait sa journée à l'école. « Papa Marc », dit soudain Léa. « Oui », répondit-il en utilisant le surnom qu'elle lui donnait depuis qu'elle avait demandé avec fièvre à voir son vrai papa. « Oui, ma chérie, je suis désolé pour ce matin, je ne voulais pas te faire de peine. » La gorge de Marc se serra. « Tu ne m'as pas fait de peine, ma puce. Tu étais malade et tu voulais ton papa. C'est tout à fait normal. Mais tu prends soin de moi comme un papa. Tu me lis des histoires et tu m'aides à faire mes devoirs de maths. Et tu es venu à mon match de foot même s'il pleuvait. Je fais tout ça parce que je t'aime, pas parce que je veux que tu oublies ton père. » Léa acquiesça sérieusement. « Je peux toujours t'appeler Papa Marc, même si parfois mon vrai papa me manque. Tu peux m'appeler Papa Marc quand tu veux, aussi longtemps que tu veux. Et tu peux regretter ton papa aussi souvent que tu en as besoin. Avoir de la place dans ton cœur pour nous deux ne signifie pas que tu n'es pas loyal envers quelqu'un. » Alors que Marc bordait Léa dans son lit ce soir-là, elle se redressa et le serra fort dans ses bras. « Merci d'avoir épousé ma maman, » murmura-t-elle, « même si c'est compliqué parfois. Merci de me laisser faire partie de ta famille, » murmura-t-il en retour. « Même quand c'est compliqué, » dit Claire en se glissant dans le couloir, la main dans la sienne. « Tu vois, tu es déjà exactement le père dont elle a besoin. » La crise a éclaté sans prévenir un mardi matin de novembre. Marc était en train de relire les rapports trimestriels lorsque sa secrétaire l'a appelé pour lui signaler un appel urgent de l'école de Léa. « Monsieur Dupont, ici le directeur Martinez de l'école primaire Brookwood. Je vous demande de venir chercher Léa immédiatement. Elle est malade? Elle s'est fait mal ?» Marc était déjà en train de chercher ses clés de voiture. « Elle va bien physiquement, mais il y a eu un incident. Son père s'est présenté à l'école et a exigé de la ramener à la maison. Quand on lui a expliqué qu'il ne figurait pas sur la liste des personnes autorisées à venir la chercher et qu'on devait d'abord contacter Madame Dupont, il s'est énervé. » Le sang de Marc se glaça. « Où est Léa maintenant? Elle est en sécurité dans mon bureau avec la conseillère. Mais Monsieur Dupont, je dois vous dire qu'il était clairement en état d'ébriété et qu'il a proféré des menaces. Nous avons appelé la police. » 15 minutes plus tard, Marc est arrivé à l'école et a trouvé la voiture de Claire déjà sur le parking. Il les a trouvés dans le bureau du directeur. Claire tenait Léa en larmes dans ses bras tandis qu'Émilie était assise à côté, l'air confuse et effrayée. « Que s'est-il passé ?» demanda Marc en s'agenouillant à côté de la chaise de Léa. « Papa Antoine est venu dans ma classe » murmura Léa. Il parlait fort et son haleine sentait bizarre. Il a dit qu'il allait m'emmener loin des gens qui me mentaient à son sujet. Il lui a dit que Claire et moi lui avions dit des choses méchantes à son sujet. Marc dit en regardant le directeur Martinez pour confirmation. C'est exact. Lorsque Madame Mercier, je veux dire Madame Dupont, est arrivée, Monsieur Mercier est devenu de plus en plus agité. Il vous a accusés tous les deux de détournements parentaux et a dit qu'il allait demander la garde exclusive. Claire était pâle, mais déterminée. Il ne peut pas faire ça. Il a des mois de retard dans le pensions alimentaire. Il exerce rarement son droit de visite. Et se pointer bourré à l'école primaire, ce n'est certainement pas une preuve de responsabilité parentale. « Maman ?» dit Léa doucement. « Et s'il me prend vraiment? Et si un juge dit que je dois vivre avec lui ?» Avant que Claire puisse répondre, Marc prit la parole. « Léa, regarde-moi. Ça n'arrivera pas. Ta mère et moi ne le laisserons pas faire. Tu fais partie de notre famille maintenant, légalement et complètement, et personne ne t'enlèvera à nous. Mais c'est mon vrai père. Être le père biologique de quelqu'un et être son père sont deux choses différentes, dit Marc fermement. Un vrai père est toujours là. Il fait passer les besoins de son enfant avant les siens. Il ne se présente pas ivre à l'école et ne terrifie pas sa fille. Ce soir-là, après avoir couché les filles, Marc et Claire se sont assis à la table de la cuisine avec un avocat spécialisé dans le droit de la famille que Claire avait contacté. Les menaces d'Antoine sont pour la plupart vaines, expliqua l'avocate Sophie Chen. Son comportement irrégulier, son irresponsabilité financière et l'incident public d'aujourd'hui renforcent en fait votre position. Mais je recommande que nous demandions une modification de l'accord de garde afin d'exiger des visites supervisées. Est-ce que ça protégera Léa ? Demanda Claire. Ça garantira que tout contact futur se fera dans un endroit contrôlé, avec une personne neutre présente.
Si Antoine veut vraiment avoir une relation avec sa fille, il sera d'accord. S'il essaie juste de causer des problèmes, il disparaîtra probablement à nouveau plutôt que de se soumettre à une surveillance. « Et la menace de la garde complète ?» demanda Marc. L'avocat Chen sourit d'un air sombre. Un homme qui se présente ivre à l'école de sa fille pour exiger de la ramener à la maison n'obtiendra pas la garde complète. Au contraire, cet incident entraînera probablement davantage de restrictions à son droit de visite. 2 semaines plus tard, les documents juridiques ont été déposés et la réponse d'Antoine Mercier a été exactement celle que Claire avait prévue. Le silence. Pas de comparution au tribunal, pas d'appel téléphonique furieux, pas de nouvelles tentatives pour voir Léa. Il avait fait son geste dramatique, puis avait replongé dans la vie qu'il s'était construite, une vie qui n'incluait pas un rôle de père présent. « Il fait toujours ça », expliqua Claire à Marc, tandis qu'il regardait les filles construire une cabane dans le salon. Tous les quelques mois, la culpabilité, l'alcool ou un mélange des deux lui rappelle qu'il a une fille. Il fait de grandes déclarations sur son intention d'être un meilleur père. Il perturbe notre vie pendant quelques jours, puis il disparaît à nouveau lorsqu'il se rend compte que le rôle de parent demande des efforts. Comment expliquer ça à Léa sans empoisonner sa relation avec lui? On lui dit la vérité d'une manière adaptée à son âge. On ne fait pas de lui le méchant, mais on ne trouve pas d'excuses non plus. On se concentre sur ce qu'elle a maintenant. Un foyer stable, un amour constant, un beau-père qui est là tous les jours. Ce soir-là, alors que Marc lisait des histoires avant de dormir, Léa s'est installée sur ses genoux avec un air sérieux. « Papa Marc, je peux te demander quelque chose ? Toujours. Ma puce, tu vas rester ? Même si ça devient dur ou compliqué, ou si mon papa revient à nouveau ?» Cette question a brisé le cœur de Marc. À 8 ans, Léa avait déjà appris que les adultes de sa vie pouvaient disparaître sans prévenir. Elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que cette stabilité était permanente. « Léa, je veux que tu m'écoutes très attentivement », a dit Marc en posant le livre et en la regardant directement dans les yeux. « J'ai épousé ta maman, ce qui signifie que j'ai choisi de faire partie de ta famille pour toujours. Pas seulement pour les jours faciles, mais aussi pour les jours difficiles. Pas seulement quand tu es heureuse avec moi, mais aussi quand tu es en colère ou confuse, ou que ton père biologique te manque. Mais si jamais, pas de « si jamais », interrompit gentiment Marc, je ne vais nulle part. Quand tu auras ton diplôme, je serai là. Quand tu te marieras un jour, je serai là. Quand tu auras tes propres enfants, je serai là en tant que grand-père. Tu es coincée avec moi, ma petite. Léa jeta ses bras autour de son cou. Tant mieux. Je ne veux pas d'un autre père qui s'en va. Tu n'auras jamais un autre père qui s'en va, promit Marc. Pas tant que je serai en vie. Plus tard, alors que Claire et lui se préparaient à aller se coucher, elle lui demanda s'il comprenait vraiment ce qu'il venait de promettre. « Je sais exactement ce que j'ai promis, » dit Marc. « J'ai promis d'être son père dans tous les domaines importants. Et j'ai dit ça avec sincérité. Même si Antoine se reprend un jour, même s'il veut avoir une vraie relation avec elle, Marc réfléchit. Alors j'aiderai à faciliter cette relation, parce que c'est ce que font les bons pères. Mais je serai toujours son papa Marc. Je serai toujours celui qui lui a appris à faire du vélo, qui l'a aidé à faire ses devoirs d'algèbre et qui l'a conduite à l'hôtel. Certains enfants ont la chance d'avoir plusieurs figures paternelles qui les aiment. Léa mérite ce genre d'amour. Claire l'embrassa doucement. Elle a tellement de chance de t'avoir. On a tous cette chance. Alors qu'il s'endormait, Marc réfléchit à combien sa définition de la paternité s'était élargie. Il avait commencé ce voyage en pensant qu'il essayait simplement de donner une mère à Émilie. Au lieu de ça, il avait découvert que l'amour se multipliait plutôt que de se diviser, que les familles pouvaient se construire autant que se former, et que parfois, les actes les plus profonds de la paternité se produisaient quand personne ne les observait. Le mois de décembre apporta le genre de chaos que seule la première saison des fêtes dans une famille recomposée peut créer. Claire insista pour combiner les traditions des deux familles, ce qui signifiait jongler avec deux couples de grands-parents, naviguer entre différentes philosophies en matière de cadeaux et, d'une manière ou d'une autre, créer de nouveaux souvenirs tout en honorant les anciens. « Il faut qu'on trouve un système », annonça Claire un soir, alors qu'il regardait le calendrier recouvert d'obligations pour les fêtes. « Le réveillon de Noël avec tes parents, le matin de Noël ici, l'après-midi de Noël avec mes parents et le dîner de Noël avec les parents de Sophie. Ça fait 4 célébrations différentes, fit remarquer Marc. Les filles vont être épuisées, les filles vont être gâtées et adorer chaque minute, a corrigé Émilie depuis la table de la cuisine où elle travaillait sur sa liste de Noël. En plus, Léa et moi avons déjà prévu comment maximiser les opportunités de cadeaux. Quoi ? A demandé Claire. Léa a levé les yeux de sa liste avec un grand sourire. Émilie m'a appris à répartir stratégiquement la liste des cadeaux. On a fait des listes différentes pour chaque grand-parent en fonction de leurs habitudes de consommation et de leur catégorie de cadeaux préférés. Marc a essayé de prendre un air sévère, mais il a complètement échoué. « Vous deux, vous êtes dangereux ensemble. On préfère l'efficacité,
a répondu Émilie d'un ton guindé. Le vrai défi est arrivé quand il a fallu décorer le sapin de Noël. Claire avait apporté des décorations qui représentaient les 8 années de la vie de Léa, des bricolages faits à la maternelle, des photos de différents Noëls, des petits souvenirs de leur vie avant Marc. Marc avait sa propre collection avec des décorations que Sophie et lui avaient achetées pendant leur mariage, ainsi que toutes les décorations de bébé d'Émilie. On dirait des couches archéologiques, a fait remarquer Claire en déballant les boîtes. Chaque décoration raconte une histoire. Regarde celle-là, a dit Léa en tenant un renne en feutre avec des yeux en bouton. Je l'ai fait quand j'avais 5 ans. Il est un peu moche maintenant. Il n'est pas moche, a protesté Émilie. Il a de l'expérience. Je préfère vécu à moche, acquiesça Léa. Pendant qu'il décorait, Marc se surprit à observer Claire placer avec soin les décorations de Sophie à côté des siennes sur le sapin. Il y avait quelque chose de profondément émouvant à voir sa nouvelle femme honorer son ancienne vie, en intégrant plutôt qu'en remplaçant. « Celui-ci est magnifique », dit Claire en brandissant un ange en verre délicat qui avait été le préféré de Sophie. « Où est-ce qu'on le met ?» Sophie le mettait toujours juste devant, dit Émilie. Elle disait que les anges doivent être là où tout le monde peut les voir. Claire acquiesça et plaça délicatement l'ange à un endroit bien en vue. « Parfait. Maintenant, notre sapin est protégé par tous les anges qui veillent sur notre famille. » Mais les fêtes apportèrent aussi des complications inattendues. 2 jours avant le réveillon de Noël, l'ex-belle-mère de Claire a appelé pour annoncer qu'Antoine était à l'hôpital. Il avait eu un accident de voiture. Et Lanard Mercier a expliqué qu'il demandait après Léa. Le visage de Claire a exprimé toute une gamme d'émotions. Inquiétude, frustration, culpabilité. C'est grave, des côtes cassées, une commotion cérébrale, mais il s'en remettra. Barbara, je sais que les choses ont été difficiles, mais c'est toujours le père de Léa. Après avoir raccroché, Claire et Marc ont dû prendre l'une des décisions les plus difficiles de leur mariage jusqu'à présent. Elle devrait aller le voir, a dit Marc doucement. Même après tout ce qui s'est passé, si quelque chose avait mal tourné et qu'elle n'avait jamais eu la chance de lui dire au revoir, elle l'aurait regretté. Tu es sûr? Après ce qu'il a fait à l'école? Je suis sûr. Mais je pense qu'on devrait tous y aller ensemble, pour faire front commun. La visite à l'hôpital était surréaliste. Antoine semblait plus petit d'une certaine manière, vulnérable dans son lit d'hôpital entouré de machines qui bipaient. Quand Léa est entrée, son visage s'est illuminé d'une émotion sincère. « Ma petite fille », a-t-il dit doucement. « Tu es venue. »« Bonjour papa », répondit Léa, restant près de Claire. « Tu vas bien? Ça va aller. Les médecins disent que j'ai eu de la chance. » Le regard d'Antoine croisa celui de Marc. « Dupont, merci de l'avoir amené. » Marc acquiesça. « Elle voulait te voir. » Pendant 20 minutes, ils discutèrent avec précaution. Antoine lui demanda comment ça allait à l'école, quels étaient ses projets pour Noël et si Léa était heureuse. Il ne fit aucune promesse qu'il ne pourrait tenir, ni n'exigea quoi que ce soit qu'il n'avait pas le droit de demander. Pour la première fois depuis que Marc avait appris son existence, Antoine Mercier se comportait comme un père plutôt que comme un enfant gâté. « Léa, » dit Antoine alors qu'il s'apprêtait à partir, « je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai pas été un bon papa pour toi. Je t'ai beaucoup déçu et j'en suis désolé. Ce n'est pas grave, papa. Si, c'est grave. Mais tu sais ce qui n'est pas grave? Tu as une bonne famille maintenant. Marc et ta mère t'aiment comme tu mérites d'être aimé. Ne te sens jamais coupable d'être heureuse avec eux. » Dans le couloir de l'hôpital, Léa était silencieuse et pensive. « Maman, dit-elle enfin, je suis triste pour mon papa, mais je suis aussi un peu soulagée. Comment ça, ma chérie? Il a enfin dit que je pouvais aussi aimer papa Marc. J'avais peur qu'aimer ma nouvelle famille signifie que je lui étais infidèle. » Claire s'agenouilla pour serrer sa fille dans ses bras. « Tu n'as jamais à choisir entre aimer plusieurs personnes, Léa. Le cœur est assez grand pour accueillir toutes sortes d'amour. » Le matin de Noël arriva dans le chaos contrôlé de 2 enfants surexcités, 4 adultes débordés et assez de papier d'emballage pour recouvrir une petite maison. Les 2 filles étaient ravies de leur cadeau. Mais le moment qui marqua le plus Marc fut lorsqu'Émilie ouvrit son dernier cadeau, un médaillon offert par Claire. « Ouvre-le », lui a suggéré Claire. À l'intérieur se trouvait une petite photo de Sophie tenant Émilie bébé. Et de l'autre côté, une photo de leur nouvelle famille de 4 personnes. « Maintenant, tu peux emporter ta première maman et ta nouvelle famille avec toi partout, » a expliqué Claire. Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes tandis qu'elle serrait Claire fort dans ses bras. « Merci de ne pas vouloir que je l'oublie. Je ne voudrais jamais ça, ma chérie. Elle a contribué à faire de toi la fille extraordinaire que tu es. » Plus tard dans la soirée, après le départ des grands-parents et une fois les filles couchées, Marc et Claire se sont assis près du sapin de Noël avec une tasse de chocolat chaud, épuisés mais heureux. « Le premier Noël en famille à 4, a fait remarquer Claire. « Qu'est-ce que t'en penses? » « Je pense qu'on a prouvé que l'amour multiplie plutôt que divise, répondit Marc. Émilie porte ses 2 mamans dans ce médaillon.
Léa a fait son deuil de son père tout en se sentant en sécurité dans notre famille. Et on a réussi à honorer l'histoire de chacun tout en créant nos propres traditions. L'année prochaine sera plus facile, dit Claire avec espoir. Marc rit. L'année prochaine, Émilie aura 7 ans et Léa 9. Je ne suis pas sûr que les choses deviennent plus faciles avec des enfants de cet âge, mais elles deviennent plus joyeuses. Sans aucun doute plus joyeuses. Assis dans la lueur du sapin de Noël, entourés du doux chaos de leur vie recomposée, Marc réalisait que c'était ça, le bonheur. Pas l'absence de complications, mais la présence d'un amour assez fort pour les surmonter. Le voyage qui avait commencé par la simple demande d'Émilie d'avoir une mère était devenu quelque chose de bien plus complexe et beau qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ils n'étaient plus seulement une famille maintenant. Ils étaient la preuve que tout était possible. Une seconde chance, un nouveau départ et un amour qui honorait le passé tout en embrassant l'avenir. 1 an plus tard, par un samedi matin frais d'octobre, Marc se tenait dans la même cuisine où tout ce voyage avait commencé. Émilie, maintenant âgée de 7 ans et demi, était assise à la table du petit déjeuner et travaillait sur un projet scolaire sur les arbres généalogiques. Léa, 9 ans, l'aidait à s'y retrouver dans les complexités de leur structure familiale recomposée. « Alors, voici maman Sophie », expliquait Émilie en montrant une branche sur son panneau. « Et voici maman Claire, et voici papa Marc et papa Antoine, même si papa Antoine ne fait pas vraiment partie de notre famille au quotidien. C'est comme si on avait des membres supplémentaires dans notre famille », acquiesça Léa. « Ma prof dit que certains enfants ont plein de familles différentes, et que c'est tout à fait normal. » Claire est entrée dans la cuisine, les cheveux encore en bataille après son réveil, et a embrassé les 2 filles sur le front avant de se diriger vers la cafetière. La routine matinale était devenue une seconde nature. Claire s'occupait du café et du petit déjeuner, pendant que Marc préparait les déjeuners et vérifiait les sacs à dos. « Qu'est-ce que vous mijotez toutes les deux ?» demanda Claire en remarquant la concentration sérieuse sur les 2 visages. « Le projet d'arbre généalogique d'Émilie », expliqua Léa. « On essaie de trouver comment montrer que certains membres de la famille sont liés par le sang et d'autres par choix. C'est une distinction très judicieuse, dit Marc en les rejoignant à table avec son propre café. À quelle conclusion êtes-vous arrivés ? Émilie leva les yeux, l'expression sérieuse qui rapprochait tant de Sophie. Nous avons décidé que les branches les plus importantes sont celles qui représentent les personnes qui sont présentes tous les jours. Les autres branches font toujours partie de l'arbre, mais ce ne sont pas elles qui lui donnent sa force. La sagesse des enfants ne cesse d'étonner Marc. En 18 mois, ses filles avaient appris à maîtriser des concepts qui lui avaient pris des mois à comprendre. En parlant de se montrer tous les jours, dit Claire en s'asseyant avec son café. J'ai une nouvelle qui nous concerne tous. Le ton de sa voix fit lever les yeux à Marc brusquement. Une bonne nouvelle ou une nouvelle inquiétante ? Bonne nouvelle, je pense, mais une grande nouvelle. Claire sourit, mais son expression trahissait sa nervosité. On m'a proposé le poste de directrice adjointe à l'école primaire Brookwood. Maman, c'est génial, s'exclama Léa. Tu seras presque la directrice de mon école. C'est génial, acquiesça Marc, même s'il voyait qu'il y avait plus à dire. Mais ça voudrait dire plus d'heures, plus de responsabilités et pas mal plus de stress. Je voulais en discuter avec vous tous avant de prendre une décision. Émilie fronça les sourcils. Tu pourras toujours venir à mes spectacles à l'école ? Bien sûr. Les directeurs adjoints peuvent assister à tous les événements scolaires. Ça fait partie du boulot. Tu m'aideras toujours à faire mes devoirs de maths ? Demanda Léa. Tous les soirs, comme maintenant. Marc tendit la main et serra celle de Claire. C'est ce pourquoi tu as travaillé pendant des années, n'est-ce pas ? Claire acquiesça. C'est le travail que je veux depuis que j'ai commencé à enseigner, mais je ne veux pas l'accepter si cela perturbe la stabilité de notre famille. On a travaillé si dur pour trouver cet équilibre. Claire, dit Marc d'un ton ferme, tu as passé les 18 derniers mois à faire passer notre famille avant tout. Tu as été une belle-mère formidable pour Émilie, une mère dévouée pour Léa, et tu as même réussi à être une épouse incroyable pour moi. Si tu veux ce poste, on trouvera un moyen de faire en sorte que ça marche. Mais et si ? Pas de si, ni de mais, interrompit Émilie en reprenant l'expression que Marc utilisait souvent avec elle. Maman, Claire, vous nous dites toujours qu'on doit poursuivre nos rêves. C'est ton rêve, non ? L'un d'entre eux, admit Claire. Alors tu dois le saisir, dit Léa avec détermination. On forme une équipe maintenant. Les équipes se soutiennent mutuellement dans la réalisation de leurs rêves. Cet après-midi-là, pendant que Claire appelait l'académie pour accepter le poste, Marc emmena les filles au parc où il avait emmené Émilie pour la première fois après les funérailles de Sophie. Ils y étaient devenus de temps en temps au cours de l'année écoulée, et c'était devenu un endroit où ils avaient des conversations importantes. « Est-ce que tu t'inquiètes pour le nouveau travail de maman Claire ?» demanda-t-il alors qu'ils étaient assis sur les balançoires. « Un peu, » admit Émilie, « mais aussi excitée. Elle est vraiment heureuse ces derniers temps, et je pense que le fait d'avoir le travail de ses rêves la rendra encore plus heureuse. Et toi, Léa, tu as des inquiétudes ?»
Léa se balançait de toutes ses forces pour aller plus haut. Je suis fière d'elle, et je trouve ça cool que ma mère vienne d'avoir un poste important à l'école. Mais papa Marc, je peux te poser une question. Toujours. Est-ce que maman et toi allez avoir un bébé ensemble? La question prit Marc complètement au dépourvu. Pourquoi tu me demandes ça? Certains enfants à l'école disent que quand les parents se remarient, ils ont généralement des bébés ensemble pour que leur nouvelle famille soit complète. Émilie et moi nous demandions si ça allait se passer comme ça. Marc arrêta de se balancer et regarda les deux filles sérieusement. Tout d'abord, notre famille est déjà complète. Vous deux la complétez. Un bébé serait un ajout à notre famille, pas un complément. Mais vous allez en avoir un? Insista Émilie. On en a parlé, répondit Marc avec précaution. Comment vous vous sentiriez si on en avait un? Les filles échangèrent un regard qui en disait long sur leur conversation privée. On pense que ça pourrait être sympa, dit Léa. Mais seulement si vous promettez que le bébé ne sera pas plus important que nous. Et seulement si on peut t'aider à choisir son prénom, a ajouté Émilie. Parce que les adultes choisissent parfois des prénoms horribles. Marc a ri. Si maman Claire et moi décidons d'avoir un bébé, vous serez toutes les deux complètement impliquées dans tout. Et je vous promets que rien, ni personne, ne pourra jamais être plus important pour moi que vous deux. Ce soir-là, après avoir couché les filles, Marc a retrouvé Claire sur le balcon de leur chambre, en train de regarder les étoiles. « Penny, à quoi penses-tu » a-t-il demandé en l'enlaçant par derrière. « Je pensais juste à tout ce qui a changé en 2 ans. Quand je t'ai rencontré pour la première fois dans ce café, j'étais une mère célibataire qui essayait de comprendre les rencontres en ligne. Maintenant, je suis mariée à mon meilleur ami. J'ai 2 filles et je suis sur le point de devenir directrice adjointe. Des regrets ?» Claire s'est appuyée contre sa poitrine. « Aucun. Enfin, peut-être un. Lequel ? Je regrette que Sophie ne soit pas là pour voir quel père formidable tu es devenu pour nos 2 filles. Elle serait tellement fière de l'homme que tu es, Marc. Je pense qu'elle le sait, dit Marc doucement. Je pense qu'elle le sait, et je pense qu'elle est heureuse pour nous tous. » Ils restèrent debout dans un silence confortable, regardant les étoiles et pensant au parcours qui les avait amenés ici. 2 familles brisées n'en formaient plus qu'une solide. 4 personnes portant chacune leur histoire de perte et d'espoir avaient créé quelque chose d'entièrement nouveau ensemble. Marc Claire finit par dire « Les filles m'ont demandé si on pouvait avoir un bébé. Elles m'ont posé la question cet après-midi. » Et Marc la fit se tourner vers lui, la regardant dans les yeux qui étaient devenus son point d'ancrage. « Et je pense que j'aimerais beaucoup avoir un enfant avec toi. Pas parce que notre famille a besoin d'être complète, mais parce que je ne peux imaginer rien de plus beau que de créer une vie avec la femme que j'aime. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Vraiment? Vraiment? Mais seulement si tu le veux. Seulement si tu es prête à ajouter des nuits blanches et des couches à ton nouveau boulot de directrice adjointe. » Claire a ri à travers ses larmes. « Je pense que je peux le faire. Après tout, j'ai un mari génial qui est plutôt doué pour ce truc de parentalité. » Alors qu'ils s'embrassaient sous les étoiles françaises, Marc repensa à la déclaration d'Émilie au petit déjeuner qui avait déclenché toute cette aventure. Elle avait demandé une mère, et en cherchant celle qui lui convenait, ils avaient tous découvert quelque chose de bien plus précieux. Ils avaient appris que les familles ne naissaient pas toutes faites. Elles se construisaient grâce à des choix, à un engagement et à la décision quotidienne de s'aimer quoi qu'il arrive. La petite fille qui voulait que sa famille soit complète avait eu raison depuis le début. L'amour était suffisant. Pas seulement l'amour romantique, mais l'amour profond et durable qui se manifeste chaque jour, qui aide à surmonter les complications avec Claire et qui crée un espace où chacun peut s'épanouir et s'épanouir. Debout sur ce balcon, serrant sa femme dans ses bras tandis que leur fille dormait paisiblement à l'intérieur, Marc Dupont comprit enfin ce qu'était le vrai bonheur. Ce n'était pas l'absence de défis ou la présence de la perfection. C'était la présence de personnes qui se choisissaient chaque jour, qui construisaient quelque chose de beau à partir des morceaux brisés de leurs histoires individuelles et qui prouvaient que parfois les meilleures familles sont celles qu'on ne voyait pas venir. Émilie avait demandé une mère. Au lieu de ça, elle les avait aidés à trouver quelque chose d'encore mieux. Elle les avait aidés à trouver un foyer.